la révolution, ce serait qui contre qui? Le peuple contre l'État? Les riches contre les pauvres? Ah non, il faut prendre l'État. Alors là, soit on se présente en 2027 au Fenwick, donc on traverse l'ensemble des institutions et tout de suite, on gagne et on propose des référendums sur des sujets fondamentaux et ensuite on rend le pouvoir, vous voyez, et on remodèle la façon dont est structurée la politique française. Donc quand vous dites redonner le pouvoir, c'est pendant ce moment-là, c'est plus une dictature et après vous redonnez dans une démocratie, donc redonnez le pouvoir au peuple. Vous présumez de choses... J'essaie de comprendre. Même s'il est vrai que parfois l'hypothèse d'utiliser ce magnifique territoire français que sont les îles Kerguelen pour se débarrasser de quelques-uns de nos oligarques peut nous effleurer. La réalité n'est pas du tout celle-ci. Au contraire, en fait, le référendum qu'on veut faire au jour 1, c'est pour permettre les référendums d'initiative citoyenne, pour permettre, au contraire, de tout de suite donner des outils de contrôle au peuple. La question, c'est plutôt vous qui rejetez le système, finalement. Tel qu'il existe aujourd'hui, clairement. Un système qui empêche les citoyens de s'informer correctement sur ce qui se passe en multipliant les interventions, les investissements pour s'assurer que on n'aille pas trop loin dans une direction qui pourrait être gênante, qui utilise le bras armé de la police, de la justice pour essayer de se battre contre des gens qui sont des ennemis idéologiques, intellectuels, pas des gens qui sont en train de frapper, de violer, de tuer, enfin, vous voyez, ou d'organiser des offensives à leur encontre. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et pour l'avoir vécu aussi personnellement, ce qui est encore plus grave, c'est-à-dire que on s'attaque d'abord aux personnes en première ligne et ensuite on s'attaque à leurs avocats. Ou à l'intellectuel qui écrit des livres sur ces questions. Dans tous les cas, c'est inacceptable. Il y a quelque chose de l'ordre du détournement des instruments de l'État qui ne sert pas le bien commun. Donc vous voulez du coup faire une révolution et changer tout ça? Je ne crois pas du tout à l'étape intermédiaire. C'est-à-dire dès le moment que vous rentrez dans le système, en l'état actuel, pour tenter de changer suffisamment radicalement les choses pour qu'en effet, on retrouve un pays qui ait sa souveraineté économique, industrielle, politique, ainsi de suite, vous allez vous faire absorber. Il faut article 11 de la Constitution, référendum, tout de suite sur des décisions fondamentales pour permettre au peuple sans intermédiation de prendre des décisions sur son destin, que ce soit sur son appartenance à l'Union européenne, que ce soit et à l'euro, sur son appartenance à l'OTAN, sur son appartenance sur l'existence par exemple de référendums d'initiative citoyenne, c'est-à-dire leur propre possibilité de prendre des décisions sur les sujets qui les intéressent, au peuple, pas aux gens qui sont censés les représenter. En 2025, la démocratie représentative avec des assemblées élues comme on le sait, avec le fonctionnement que l'on connaît aujourd'hui, ça semble quand même relativement archaïque au regard des moyens qu'on a pour pouvoir directement se prononcer sur des questions. Même si les partis travaillaient ensemble. Parce que, par exemple, je prends un exemple assez récent, mais en Italie, il y a eu quand même une coalition des droites, donc oui, c'est sûr que l'État n'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup plus stable et ça va déjà mieux qu'avant. Mais moi, là, on s'adresse à notre auditoire de droite ou d'extrême droite, c'est l'exemple parfait pour comprendre ce que le RN va faire s'ils arrivent au pouvoir. Ça aurait pu être une coalition de gauche, hein. J'ai juste pris un exemple concret d'Italie. Là, je prends cet exemple, mais c'est-à-dire que on a des gens qui se prétendaient anti-européistes au sens de l'Union européenne, qui se prétendaient donc souverainistes et ainsi de suite, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se surintègrent à l'Union européenne, ils deviennent atlantistes, c'est-à-dire complètement adoptant les positions des États-Unis sur le conflit russo-ukrainien et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils abandonnent complètement les positions qu'ils avaient quand ils étaient dans l'opposition. Oui, mais peut-être pour prendre d'autres priorités. D'accord, très bien. Mais dans ce cas-là, on se pose la question de l'utilité de notre vote et du sens. Moi, je pense sincèrement qu'il faut donner des instruments de contrôle au peuple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des échelons intermédiaires. Encore une fois, la politique, c'est fondamentalement ennuyeux. La politique au sens de la gestion quotidienne d'une cité. Enfin, c'est prendre tous les jours. Moi, je fantasme pas d'être Premier ministre parce que ça doit être horriblement saturant. C'est-à-dire, vous devez prendre des dizaines de décisions tous les jours sur des sujets extraordinairement techniques. Vous passez votre journée dans des notes parce que vous n'avez pas le temps. Et quand vous avez le temps, c'est dans des visites complètement mises en scène. Puis après, il faut que vous fassiez des dîners en ville pour essayer d'avoir des soutiens, que ce soit économiques, oligarchiques, ou je sais pas quoi. C'est des vies qui sont infernales. C'est pas mal que ça existe parce que ça nous permet de vivre réellement, vous voyez, de construire des choses, d'être créatifs, que ce soit dans l'entreprise, dans l'art, enfin, de penser, ça me dérange pas. Par contre, il faut qu'on ait des moyens qui nous permettent de reprendre le contrôle à chaque fois qu'on sent qu'il y a une dérive. Je vous donne un exemple, les Gilets jaunes naissent à cause de la taxe carburant, on va pas revenir dessus, mais aussi réagissent très vite à la privatisation prévue des aéroports de Paris, qui était censée rapporter 10 milliards d'euros.
ce qui apparemment était une priorité extraordinairement importante en ce qui concernait les finances publiques, les besoins d'investissement et ainsi de suite. 1 000 milliards d'euros plus tard dépensés vraiment n'importe comment pendant la crise Covid, sans aucun fléchage, sans grands investissements, sans tout ce dont la France aurait besoin pour un peu renaître de ses cendres. On comprend bien que la réalité des objectifs qui étaient poursuivis par nos dirigeants n'était pas de récupérer 10 milliards d'euros parce que c'est important pour la dette publique, ainsi de suite. La réalité, c'était que ça allait permettre de faire des commissions à travers les banques d'affaires et ainsi de suite, et de faire tourner le petit Paris et la corruption qui l'alimente. La corruption légale. C'est pas une corruption au sens... c'est une corruption légalisée. C'est d'ailleurs le sens de la phrase. Corruption légalisée. Oui, c'est la phrase de Crépuscule qui est souvent mal interprétée, qui consiste à dire ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Et les gens souvent l'interprètent pour dire ils sont tous corrompus. Ce qui est pas ça. Ce qui est de dire en fait ils ont réussi à faire que la corruption devienne quelque chose de légal et donc pas au sens définissable du terme de la corruption, au sens légal du terme de la corruption. Et à Paris, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent de ça, y compris d'ailleurs les journalistes qui travaillent pour des rédactions qui aujourd'hui sont entre des mains d'individus qui ont des intérêts liés à l'État. Il n'y a pas une des personnes, que ce soit Rodolphe Saadé, Drahi, ainsi de suite, qui n'ait pas fait sa fortune grâce à ses liens avec l'État. Soit parce qu'ils sont des opérateurs téléphoniques et qu'ils ont besoin de licences d'État pour opérer. Parce que le marché de la téléphonie en France, c'est un oligopole. C'est normal qu'ils dépendent de l'État, non? Non, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils achètent des médias pour avoir de l'influence sur les politiciens, pour avoir accès soit à des marchés d'État, soit à des faveurs de l'État sous forme de licence, ainsi de suite. C'est ça, c'est le fonctionnement c'est le circulaire. jeu du capitalisme. Non, c'est le jeu du capitalisme d'État à la française. Où en fait... Est-ce que c'est pas pareil ailleurs? Si vous êtes dans un système... Moi j'adore parler avec les libéraux de droite, les vrais, les sincères. Vous voyez, qui disent il faut pas d'État et ainsi de suite, il faut que ce soit le marché qui s'organise. Parce que si c'est le marché qui s'organise, vous n'avez pas besoin d'acheter des médias. Vous voyez, parce que vous n'avez pas besoin de corrompre des politiciens. Vous n'avez pas besoin d'acheter leur influence et parce que vous n'avez pas besoin de décisions favorables. Si, par exemple, il n'y a pas de règles sur le nombre d'opérateurs téléphoniques qui existent en France, alors qu'aujourd'hui, ils sont limités par l'État à 4, il y a une concurrence qui s'installe. Alors que là, en fait, pour rentrer dans le marché, vous devez faire comme Patrick Drahi, par exemple, vous devez acheter à l'époque, pour acheter SFR, pour avoir l'autorisation de rachat de SFR, il a dû racheter Libération, RFM, BFM, et l'Express, de sorte que est placé à sa tête un homme qui désormais est mort depuis peu, Bernard Mourad, qui était très proche d'Emmanuel Macron. En échange de quoi, il a eu son autorisation pour acheter SFR. Il a pu licencier 2000 personnes. Vous voyez, et du coup, ce qui lui permet, parce qu'ils ne sont que 4 opérateurs autorisés, d'avoir une marge garantie. Mais au détriment de qui? De nous. Oui, mais alors, c'est nous qui la payons. Ça, je comprends tout à fait. Mais est-ce que vous vous dites pas plutôt que la corruption, c'est pas quelque chose de complètement lié plus à l'être humain qu'à un système? C'est le principe de la pourriture. Tout organisme vivant va pourrir. Oui. Ça, c'est le propre de la vie, de la mort, de la décomposition, qui elle-même va faire fleurir... qui va faire fleurir de nouvelles formes de vie et qui vont... Et si vous m'enterrez dans un jardin, il va y avoir des petites larves qui vont manger, puis après il va y avoir des... petites fleurs et puis des trucs, ouais. Oui, des petits oiseaux qui vont manger la larve, et peut-être un animal intermédiaire qui va manger l'oiseau, et puis ça va finir dans l'estomac de quelqu'un d'autre. Et donc ça lui permet de grandir, et ainsi de suite. Très bien. Est-ce que... Le problème, c'est qu'on est en phase, à mon sens, dans la société française, de dégénérescence. Il y a quelque part quelque chose de l'ordre de l'empire finissant. Vous voyez, on n'est pas en phase d'expansion. Ça, on le ressent tous, et je pense que ça fait partie des grands facteurs dépressifs aujourd'hui dans la société française. Et donc, moi, ce que je cherche à faire, c'est à une sorte d'électrochoc qui permette de redémarrer la société française. Et pour ça, il faut des pillages qui, en phase de croissance, vous voyez, d'expansion, finalement... C'est pas si gênant parce que vous prenez une part de la part supplémentaire qui est en train chaque année d'être générée pour chacun d'entre nous. Mais quand vous êtes en phase de restriction progressive, là, ça génère une vraie tension. Et là, il faut s'y préoccuper avec d'autant plus d'attention qu'il faut renverser ces dynamiques parce qu'en fait, on va avoir besoin de ressources pour financer à nouveau des hôpitaux, pour financer à nouveau des organismes de recherche. On met pas l'argent là où il devrait être. On met pas l'argent sur les enjeux fondamentaux. On l'éparpille de façon délirante et ça détruit des vies. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça détruit la société. Quand je travaillais au Quai d'Orsay, j'ai créé des discours, donc ça allait assez vite, et donc j'avais du temps, et donc j'ai décidé d'être enseignant remplaçant à Saint-Ouen et à Thiers. Ça, c'est encore aujourd'hui valide. Ça, je l'ai vérifié récemment. Donc, je m'étais inscrit sur le site de l'Académie de Créteil.
pour être prof remplaçant, voilà, en SES ou en philo. Et j'avais été convoqué dans la demi-heure de ma candidature. J'y étais allé pour un entretien avec l'inspectrice qui s'en occupait. On était 2 à postuler à l'entretien. On n'était que 2 candidats. L'autre candidat était encore en licence d'éco-gestion à la fac et ne savait pas pour quelle matière on lui avait demandé de venir. Donc, moi j'arrive, elle me dit, bon voilà, est-ce que vous connaissez... Elle me pose 3 questions en sciences économiques et sociales, je réponds. Elle me dit, bon, est-ce que vous êtes disponible pour aller demain à Thiers ça fait 2 mois et demi qu'ils n'ont pas eu cours, c'est 5 classes de seconde et une classe de terminale. Terminale SP, SES, à l'époque, donc coefficient 9 au baccalauréat. Et donc si c'était pas moi, c'était l'autre gamin qui ne savait même pas pourquoi il était auditionné, qui serait retrouvé devant eux, ou alors il n'aurait pas eu de prof. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de la promesse républicaine qui consiste à prétendre que chacun aurait une égalité de chance, que chacun aurait le droit. Pour moi, c'est fondamental, si vous voulez, faire croire que cette société existe et résorber les fractures qui commencent à se développer, que les meilleurs profs ne soient pas tous concentrés sur la montagne Sainte-Geneviève ou des lycées privés des centres-villes, mais que, au contraire, les meilleurs profs soient envoyés dans les patelins les plus perdus de la République. Et donc, il faut faire une révolution pour changer ça. Mais voilà, en fait, et ça justifie une révolution. Vous voyez, ça justifie une révolution. Bien sûr, ça justifie une révolution. Les gamins qui étaient dans une banlieue qui était à l'époque un peu difficile, c'est-à-dire que le lycée venait de sortir de zone ZEP. ZEP à l'époque, pardon, parce que je commence à vieillir. Bon, c'est les lycées prioritaires. Donc, qui en général, théoriquement, sont un peu agités. Je n'ai pas entendu une mouche voler, tellement ils étaient terrorisés, parce que je récupérais ceux qui étaient en terminale. C'est-à-dire ceux qui avaient, en terminale générale, qui avaient fait l'effort de s'extraire de tous les conditionnements sociaux, et ça, en termes statistiques, ils étaient minoritaires dans leur classe d'âge, de très loin. Et donc, ils avaient fait tout ça pour se retrouver depuis 3 mois sans cours. Et donc, en fait, en train de se voir obérer leur destin. Il n'y avait pas l'hypothèse de la rigolade un instant. Ils étaient en panique, en fait. Donc, on fabrique du traumatisme et on fabrique du dégoût et on fabrique des envies de révolution. Alors, dans ce cas-là, la révolution, ce serait qui contre qui? Le peuple contre l'État? Les riches contre les pauvres? Ah non, il faut prendre l'État. Il faut prendre l'État. Alors là, soit on se présente en 2027 au Fenwick. Donc, on traverse l'ensemble des institutions et tout de suite, on gagne et on propose des référendums sur des sujets fondamentaux. Et ensuite, on rend le pouvoir, vous voyez, et on remodèle la façon dont est structurée la politique française. Donc, quand vous dites redonner le pouvoir, c'est pendant ce moment-là, c'est plus une dictature, et après, vous redonnez dans une démocratie, donc redonnez le pouvoir au peuple. Vous présumez de choses... J'essaie de comprendre. Même s'il est vrai que parfois, l'hypothèse d'utiliser ce magnifique territoire français que sont les îles Kerguelen pour se débarrasser de quelques-uns de nos oligarques peut nous effleurer. La réalité n'est pas du tout celle-ci. Au contraire, en fait, le référendum qu'on veut faire au jour 1, c'est pour permettre les référendums d'initiative citoyenne, pour permettre, au contraire, de tout de suite donner des outils de contrôle au peuple. Tout de suite, c'est la première chose. Comme je le disais, sur l'Union européenne, sur l'OTAN, l'enjeu, c'est quoi? Il y a eu un référendum en 2005, c'est le dernier d'ailleurs. Ce référendum disait qu'il ne voulait pas de cette Union européenne, pour des raisons qui me semblent parfaitement audibles. C'est un binational de parents hispano-portugais et compagnie qui vous parle, donc quelqu'un qui a grandi dans le mythe de l'Union européenne. On leur dit, c'est très bien que vous ayez voté comme ça, mais on va quand même faire ce qu'on vous avait dit qu'on allait faire. Et donc, on adopte le mini-traité de Lisbonne en 2007. Ça, les jeunes ne le savent pas, mais c'est quand même vachement intéressant. Les Français votent non, et quand même à 55%, donc de façon un peu sévère contre ce projet-là. Et 2 ans plus tard, on le fait adopter par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut leur rendre la possibilité de décider. Est-ce que vous voulez appartenir à cette Union européenne-là ou pas? Je pense que c'est pas un politicien, quel qu'il soit, quelle que soit l'élection qu'il a gagnée, pas gagnée, ainsi de suite, de se prononcer à la place du peuple français. Pareil pour l'euro, pareil pour l'OTAN. On est à la veille d'une guerre nucléaire si on écoute le président de la République. J'ai pas entendu une seule fois le peuple français se prononcer, si ce n'est par des sondages plus ou moins intéressants, sur leur volonté ou non pas seulement d'entrer en guerre, parce que bon, ça c'est pour moi de l'instrumentalisation macronienne, mais même leur volonté de massivement financer un effort de guerre qui touche à l'Ukraine et ainsi de suite. C'est des questions peut-être qui seraient à 70-80% favorables, mais pourquoi est-ce qu'on ne les interroge pas sur ces questions? Et quelle est la légitimité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, de ce gouvernement en particulier, qui est quand même un gouvernement issu
d'élections qui normalement auraient dû les sortir de là où ils sont, pour prendre des décisions aussi fondamentales et aussi potentiellement dangereuses pour la souveraineté française. On peut pas continuer dans un système aussi délirant que celui-là. C'est pas possible. On peut pas crisper la population française tous les 6 mois avec une nouvelle crise qui justifie l'utilisation de pouvoirs extraordinaires, qui justifie le fait que les élections ne soient pas quelque chose sur lequel on puisse compter. On peut pas s'attendre qu'à un moment donné, ne pas s'attendre qu'à un moment donné, il n'y ait pas une réaction, si ce n'est violente, radicale, de la part du peuple français.